Des missions et des ailes, c'est le grand angle de ce dimanche 20 septembre. Depuis 40 ans, Aviation sans frontières met des appareils au service de l'humanitaire. Gérard Felzer, bonsoir. Bonsoir. Vous en êtes le président d'Aviation sans frontières. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première chose, quelle est la mission, la raison d'être de votre ONG? La mission, elle est partie sur un constat. Il y a 40 ans, il y avait des conflits déjà. Malheureusement, il y avait de la faim, il y avait des guerres. On n'arrivait pas, ou les ONG n'arrivaient pas à atteindre le terrain lui-même. Donc, on a commencé par affréter des gros avions pour faire du fret humanitaire à moindre coût, parce que c'est pas la peine d'aller prendre de l'argent et des dons pour les dépenser sur un avion. Donc, on se débrouillait pour avoir un avion prêté, le pétrole payé ou offert, etc., etc. On arrive à faire du convoyage humanitaire de fret. Et puis après, on s'est aperçu que quand on amenait 100 tonnes quelque part sur un terrain, ça restait sur le terrain, c'était pas vraiment sécurisé. Donc on a mis en route des petits avions. J'ai fait les premières missions où on partait de la capitale pour aller directement dans les villages. On se posait dans les rues, etc. C'est toujours le cas aujourd'hui. On a 2 avions qui sont un peu plus gros puisqu'ils font 12 places. On travaille notamment pour les organismes internationaux comme le Haut Commissariat aux réfugiés ou l'UNA, c'est le plan alimentaire mondial, pour pouvoir coordonner tous les vols, et on travaille pour 600 ONG. Voilà, en 40 ans, vous êtes vraiment installé, mais au départ, cette ONG est fondée en 1980 par 3 pilotes d'Air France. Oui. L'idée leur vient pendant cette guerre dévastatrice du Biafra à la fin des années 60. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un défi pour les pilotes, c'est une aventure humaine, c'est vraiment ça au départ. Oui, absolument. Ils se sont dit, on a des compétences en pilotage, alors pourquoi ne pas en faire profiter des gens qui en ont besoin, tout simplement. Donc l'histoire a commencé comme ça, avec beaucoup d'enthousiasme, et elle continue aujourd'hui. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on est né quasiment en même temps que Médecins sans frontières, mais on est un maillon de la chaîne de toutes les ONG. Et on va le voir, le parrain d'Aviation sans frontières vous surveille, lui, de l'espace. Il est astronaute, c'est le français Thomas Pesquet. L'ONG que vous présidez est aujourd'hui reconnue d'utilité publique. Elle a développé une expertise reconnue dans le domaine de la gestion de crise. Le portrait d'Aviation sans frontières est signé Alexandre Malesson. Ils sont mécaniciens, pilotes ou médecins, tous sont engagés dans les airs ou sur terre. Ensemble, dans une association quarantenaire créée par 3 pilotes d'Air France. L'école de Saint-Yan nous a loué à un prix dérisoire un petit avion de bois en toile. Dans notre paysage opérationnel, l'avion n'était pas tout à fait évident. Et c'est peu à peu, à l'épreuve des situations, que tout de même l'intérêt d'Aviation sans frontières, l'intérêt d'avoir des petits avions, des pilotes chevronnés, a fini par s'imposer. 40 ans plus tard, Aviation sans frontières est devenue un acteur primordial de nombreuses causes humanitaires, comme ici en Guinée, lors de l'épidémie d'Ebola. Le centre du virus Ebola, il était situé là. Petit à petit, on se forme, en fait, c'est ça, on se forme sur le tas. Moi, ma première mission, c'était avec un commandant de bord très expérimenté. Et j'ai appris vraiment beaucoup à son contact. Il m'a expliqué les relations avec les populations locales. On prend l'expérience et puis on s'habitue un petit peu au contexte. Au fil des années, les missions d'Aviation sans frontières s'intensifient. Au secours des réfugiés, pour les conduire jusqu'à leur nouveau pays d'accueil. Aux côtés d'enfants malades, pour les accompagner se soigner en Europe. Ou dans les hangars, pour acheminer du fret humanitaire. 800 bénévoles parrainés par 2 personnalités, Thomas Pesquet, l'astronaute habitué à dépasser les frontières, et la chanteuse Angoune. Je suis très heureuse et très touchée d'être là. C'est un don extraordinaire qu'il reçoit. Mais grâce à vous, grâce à Aviation sans frontières. À toutes ces missions vient s'en ajouter une nouvelle, et non des moindres, celle menée contre la Covid-19. Alors, des images que vous nous avez fournies, et d'ailleurs on regardait le sujet, là, et puis vous disiez là j'y étais, là j'y étais, là j'y étais. Quel souvenir le plus marquant de ces missions auxquelles vous avez participé? Alors d'abord sur la petite aviation, là où on va au cœur des drames, c'est absolument touchant parce qu'on arrive dans des camps de réfugiés qui sont immenses et ça dure depuis 40 ans. Et quand on voit des mères de famille qui étouffent un enfant pour en sauver un autre,
j'en ai encore les larmes aux yeux. Donc, on a envie de faire quelque chose. Et puis, on se sent aussi responsable parce qu'il se passe des choses qui ne sont pas tout à fait nettes. Il y a des armes qui arrivent, on ne sait pas d'où elles viennent, pourquoi. Donc, on ne juge pas les gens, mais on observe quand même. On peut être témoin des choses qui vont bien et qui vont moins bien. On va reprendre point par point les missions, on va les détailler ensemble. Il y a d'abord donc le transport d'aide humanitaire. Oui, alors le transport d'aide humanitaire, ça veut dire c'est de la messagerie médicale. On a commencé par sensibiliser tous les pilotes du monde entier. On leur a dit, voilà, on a des petits paquets de médicaments urgents, il faut les livrer en 24 heures. Donc on passait ça de commandant de bord à commandant de bord. Mais c'est-à-dire, vous êtes dans l'aéroport et, oui, et absolument. vous passez le paquet. On a joué le jeu au départ comme bagage accompagné des pilotes qui adhéraient à ce mouvement. Et finalement, ça s'est professionnalisé. On a une 60aine de bénévoles qui sont logisticiens, qui connaissent les circuits de douane, de la sûreté, de la sécurité, etc. Et aujourd'hui, c'est tous les jours sur les aéroports, on voit les gilets bleus qui apportent les paquets directement dans les soutes des avions et des paquets qui sont sécurisés. On a fait quand même beaucoup de paquets. Et on sait qu'au fil des années, les conditions sécuritaires se sont renforcées aussi. Oui. Autre mission, l'accompagnement d'enfants malades. Alors voilà, ça c'est aussi une demande qui a été faite par beaucoup d'ONG, chirurgie cardiaque, Face au monde pour les réparations de la face, pour les brûlés, etc. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas toujours la technologie ni le matériel pour se faire opérer sur place. Donc on va les chercher, on les emmène en France, en Europe, on les fait... Financer leur on voyage, finance en fait. leur voyage et puis on trouve des familles d'accueil ou l'ONG trouve des familles d'accueil, on les opère, enfin les gens les opèrent, on les ramène chez eux une fois qu'ils sont guéris. Et ça c'est magnifique, c'est 1000 enfants par an quand même, c'est pas rien. Il y a l'accompagnement de réfugiés. Alors là, parfois, vous êtes face à des gens qui n'ont même jamais pris l'avion. Oui, alors il y a des gens, il y a des drames, parce que autant accompagner les enfants qui se séparent des parents, on fait des formations psychologiques, parce que quand on a eu malheureusement 1 ou 2 morts dans l'avion parce qu'on est parti trop tard, c'est un traumatisme terrible pour l'accompagnateur. Et pour les réfugiés, c'est un peu la même chose. Ils ont traversé des périodes incroyables. Il y a eu des viols, il y a eu des vols, il y a eu des meurtres, et ils ont une lueur d'espoir. Ils sont complètement perdus dans les aéroports. On les emmène sous notre bras et puis on les emmène en Suède, au Canada ou au Danemark. Et voilà, c'est une aide, un accompagnement. On les prend par la main, que ce soit les enfants ou les adultes. Il y a une mission qui s'est rajoutée ce printemps à laquelle vous n'étiez peut-être pas, vous n'aviez pas imaginé. Avec la pandémie, oui. Vous avez aidé des personnels soignants à se déplacer. Racontez-nous. Alors ça, c'est la réactivité. Ça a marché ? Ça a marché, c'était incroyable ce mouvement de solidarité parce que on avait notamment au Grand Est, Mulhouse, qui était sursaturé et alors qu'à Brest ils avaient encore de la place, eh bien on a transporté du personnel. Il y a 600 pilotes professionnels bénévoles qui se sont inscrits, une centaine d'avions qui nous ont été prêtés. Mais quels avions ? Des avions d'affaires. Des Dassault, des Daher, etc., qui nous ont été prêtés par les propriétaires. Et le pétrole nous a été offert par les pétroliers, Total et RBP. Et avec tout ça, on a fait du transport gratuit. Ça a économisé beaucoup de temps, ça a économisé beaucoup de fatigue, parce que faire un Bordeaux-Mulhouse, par exemple, c'est 9 heures de route, alors que tout était gelé. Et il y avait les seuls avions qui volaient au mois de février-mars, c'était les nôtres. Qui dit pandémie, dit avion cloué au sol. Oui. Vos missions sont devenues plus compliquées, notamment vers l'Afrique, qui est quand même l'endroit où vous travaillez. Oui, aujourd'hui, on est en République démocratique, la RDC, et puis on vous avez une équipe là-bas ? En RCA, on a des équipes. Simplement, il y a des barrières aux frontières, et donc si on nous impose de passer à chaque fois et avoir une quarantaine ou une quinzaine, même une quatorzaine, eh bien, on est gelé dans nos activités. Donc, on a des démarches au niveau des affaires étrangères pour pouvoir faciliter la passation des frontières avec nos pilotes qui sont protégés et qui sont diagnostiqués, notamment pour les mécaniciens bénévoles. Parce qu'il n'y a pas que les pilotes qui sont bénévoles, il y a toute l'assistance derrière. Là, je vais m'adresser aux spécialistes de l'aviation que vous êtes. Vous diriez plus généralement que c'est la fin du développement de l'aviation telle qu'on l'a connue ces dernières années ? Oui, on a démarré des petits avions, on pilotait aux fesses en quelque sorte. Aujourd'hui, on a des ordinateurs, on arrive à se poser dans des terrains quelquefois improbable, et puis on facilite la technologie au bénéfice de conditions qui ne sont pas toujours les bonnes. Par exemple, il n'y a pas de radar sur place, les pistes sont mal entretenues, donc on favorise les réseaux avec des progrès technologiques. C'est vrai que l'Afrique dans son ensemble est assez étonnante parce que, par exemple, ils sont passés tous au portable, y compris pour Internet. Ils ont dépassé l'installation du filaire pour les téléphones, par exemple. Et bien là, c'est pareil pour l'aviation.
l'aviation parce qu'on va plus loin que les avions maintenant. Et c'est même le cas, plus loin que les avions, c'est les drones. Voilà. Vous travaillez là-dessus? On travaille là-dessus et je fais un appel encore aujourd'hui, si c'est possible, à toutes les universités du monde. Ça va de l'EPFL à Lausanne jusqu'à l'université, le MIT à Boston, pour pouvoir concevoir des drones humanitaires, parce que c'est pas la peine de prendre nos avions qui font 12 places pour apporter 100 kilos de vivres ou de médicaments ou des équipements d'urgence. Des drones pourraient suffire et technologiquement, l'Afrique pourrait prendre un petit peu d'avance. Mais ça, vous les développez en Afrique? Alors on le Sur développe place en France pour l'appliquer en Afrique. Et pourquoi pas le après, développer en Afrique? C'est alors la prochaine étape? évidemment, c'est notre devoir. Moi, j'ai une image qui me frappe à chaque fois, c'est l'avion avec le pilote blanc et puis tous les petits Africains autour. Non, moi je pense que notre rôle, c'est aussi de former les Africains pour qu'ils puissent prendre en charge eux-mêmes avec notre petite avance technologique. Et puis tout ira bien. Il faut maintenant être dans le développement. Ça, c'est très important. Vous êtes intervenu dans la crise d'Ebola. Quelles sont aujourd'hui vos principales missions sur le continent africain? Alors, ils ont la totale. Ils ont Ebola, ils ont le Covid, et puis ils ont également la pauvreté et la guerre. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Il y a beaucoup de population à sauvegarder, beaucoup de médecins à transporter, beaucoup de vivres à transporter également. On fait ça tous les jours. Les avions volent tous les jours. Dans quel pays principalement? Alors aujourd'hui, on est en RCA, en RDC. Donc, Centrafrique. Mais oui, voilà. RDC. Et puis, eh bien, on fait des escales. Et puis là où on a besoin de nous, au Kenya, en Tanzanie, en Somalie, au Mozambique, là où on a besoin de nous. Et il est vrai qu'il y a des terrains qui sont un tout petit peu plus délicats que les autres parce qu'il y a la guerre malgré tout. Donc il faut faire attention. Nous avions beau être blancs avec les insignes des Nations Unies, c'est pas toujours. On sait qu'aujourd'hui, c'est plus gage de protection. Vous formiez de projets. Oui. Vous préparez, je crois, un tour de Méditerranée. Racontez-nous. Oui, dans nos projets, il faut donner de l'espoir. Ça s'appelle les ailes de l'espoir, d'ailleurs. Donc, on a imaginé qu'on pouvait avoir dans le même avion, si possible électrique. Là, je suis en négociation avec Borchberg, qui est le compagnon, pas le compagnon, mais celui qui a fait le tour du monde en avion solaire avec Bertrand Piccard, pour pouvoir transporter 2 personnes à bord, essentielles. Ce sont des pilotes professionnels, une pilote israélienne, une pilote palestinienne, avec l'avion aux couleurs des 2 nations. Et suivre la Méditerranée, on a déjà pris contact avec les autorités. Il faut prendre des précautions, bien sûr. Elles seront accompagnées par des avions de chasse, justement, pour souhaiter la bienvenue. Quand vous allez faire ça quand? On fera ça quand on sera prêt, parce qu'il faut trouver de l'argent, malgré tout, un tout petit peu. Et puis, ça se terminera par un méga concert, dirigé par une femme d'exception, une chinoise, qui s'appelle Zhang Jiang, qui joue du violon. Elle est dans l'orchestre symphonique de Monaco, et elle va prendre 50 musiciens avec des nationalités qui sont ouvertement en conflit. Bon, s'il peut y avoir un grec qui joue du violoncelle et un turc qui joue du violon à côté, ça sera déjà un beau message. On a beaucoup parlé de Méditerranée cet été, et voilà, c'est l'occasion d'en parler de façon très très positive. Absolument. Vous reviendrez nous en parler. Merci beaucoup Gérard Felzer. Bon vol à vous, à très bientôt. Merci.